À la une de l'actualité ce soir, le ministre de la Sécurité décidé à parcourir l'ensemble des commissariats et gendarmeries du pays. Ce week-end, Simon Compaoré était au plateau central et au centre-est. Près d'une vingtaine de postes de commissariat et de gendarmerie ont été visités à l'occasion. Pourquoi et qu'est-ce qu'il a pu voir sur le terrain? On en parle dans ce journal. Dans ce journal également, à côté de la médecine conventionnelle, les populations au Burkina Faso ont largement recours à la médecine traditionnelle pour se soigner et une médecine africaine qui a existé bien avant celle moderne. Elle utilise les plantes à travers les écorces et les feuilles pour donc prendre en charge plusieurs pathologies. Mais quelle est la différence entre cette médecine et le charlatanisme? Que pensent les populations de ce type de médecine? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal également, à la fin de cette édition, l'actualité sportive avec le service des sports. Mahamad Iwena viendra nous donner les derniers développements. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, l'UNIR PS, l'Union pour la Renaissance, parti Sankaris, d'obédience Sankaris, se souvient en cette date anniversaire de la révolution d'août, ce 4 août à Fada. Le parti a réuni ses cadres pour sa première conférence nationale pour une réflexion autour de sa participation à la gestion du pouvoir. L'UNIR PS est membre de l'alliance de la majorité présidentielle. On fait le point avec Chantal Ouedraogo sur place à Fada Ngourma. Quel engagement du cadre de l'UNIR-PS pour le rayonnement du parti? C'est sous ce thème que le parti de l'œuf a commémoré l'avènement de la révolution du 4 août 1983 à Fada à travers une conférence. Objectif: amener les cadres à s'engager davantage dans un contexte de gestion du pouvoir d'État. Nous nous sommes déplacés ici à Fada Ngourma. C'est d'abord la preuve de l'engagement militant des cadres. Le motif de satisfaction, c'est la consistance du débat entre camarades, entre membres militants d'un même parti. Les cadres ont pris une résolution qui consiste pour eux-mêmes de s'engager à renforcer le parti, à être surtout des modèles à l'image de notre icône, le président Thomas Sankara. Cette première conférence nationale a aussi été l'occasion pour le président du parti d'installer officiellement le coordonnateur régional de l'UNIR-PS à l'Est. Il va falloir dorénavant conjuguer nos actions, nos actes avec nos comportements de sankaristes. Nous prenons acte effectivement de cette installation comme coordonnateur régional et nous nous engageons donc à cet effet à travailler d'ardeur, à implanter le parti dans toute la région de l'Est. Au terme des travaux de la conférence, les militants ont pris l'engagement de travailler à enraciner les valeurs du parti pour se placer en avant-garde des luttes politiques. Cette conférence a aussi connu la participation des représentants du MPP et du NTD. Dans l'actualité ce soir, le ministre de la Sécurité décidé à parcourir l'ensemble des commissariats et gendarmeries du pays. Ce week-end, Simon Compaoré était au plateau central et au centre-est. Près d'une vingtaine de postes de commissariat et une dizaine de gendarmeries visitées à l'occasion. Objectif, discuter sans intermédiaire avec les hommes sur le terrain. Simon Compaoré exhorte ses troupes aux frontières à plus de coopération avec les forces de sécurité étrangères. Adama Guiti, Draman Guéné était du voyage compte rendu. À 5 heures déjà, la délégation de Simon Compaoré est dans les locaux du commissariat puis de la gendarmerie de Moktedo et des Orgos dans le plateau central. Bref entretien et le cap est mis sur Puitenga et Kupela. Nous sommes dans la région du centre-est. Et policiers et gendarmes font face aux mêmes difficultés. En l'occurrence, l'insuffisance de bureaux, le manque de clôture du commissariat, logistique, l'insuffisance de moyens roulants, l'armement également, et en dernier point, le personnel. Nous tenons à vous assurer que nous ne ménageons aucun effort pour accomplir les différentes missions qui nous sont révolues. Merci monsieur le ministre d'État, merci pour cette visite qui nous rehausse le moral. Le patron de la sécurité a aussi touché du doigt les réalités dans les commissariats et gendarmeries de Garango, Bitou et Sinkassé. À cette étape de la frontière avec le Togo, les forces de sécurité togolaises sont à l'accueil de Simon Compaoré, un symbole de parfaite collaboration entre les deux forces. Rester solidaires et partager les informations, les renseignements.
Il n'y a rien de tel. Nous sommes à la frontière et parce que nous savons partager les informations, nous avons déjà fait des échanges de police à police entre le Togo et le Burkina. Et le périple progresse sur Sanga, Ouarghaï pour se terminer à Tenkodogo dans la nuit. Les préoccupations des troupes sont prises au sérieux. D'ici la fin de l'année, vous allez nous entendre. On ne pourra pas satisfaire tout le monde, mais nous allons voir les coins les plus emblématiques et pour faire des gestes forts, pour requinquer le moral de la troupe, pour que les actions soient plus audacieuses et que les résultats soient plus probants. Mais en attendant, ce sont des troupes déterminées à travailler avec professionnalisme pour assurer l'autorité de l'État. Assurance est aussi faite à Simon Compaoré de la bonne collaboration entre ces hommes et les groupes d'autodéfense. On en vient à notre dossier santé de ce journal. La saison humide, malheureusement propice au paludisme au sud-ouest du Burkina où la maladie sévit en ce moment. Une de nos équipes s'est rendue dans les centres de santé les plus concernés par le palu. Constat avec Basile Bassolé et Christophe Da sur place à Gawa. Mathias Belem est un praticien spécialisé dans le traitement des paralytiques. Dans son centre La Filabumbu, la santé avant tout en langue morée, situé à Zaktouli à la sortie ouest de Ouagadougou, il administre des soins à des patients souffrant de paralysie avec l'appui de 10 personnes. Nous prenons en charge des personnes qui ont des problèmes de nerfs. Tous ces gens souffrent de la tension artérielle. Et Dieu merci, on arrive à soigner leur mal, d'où l'affluence que vous voyez ici. Notre remède est fait à base de plantes ancestrales. Le traitement des malades se fait non seulement dans des chambres de vaporisation, mais également dans des espaces de rééducation. Mustapha Ouedraogo en bénéficie depuis 32 jours et nous explique l'évolution de son état de santé. J'ai été victime d'un accident vasculaire cérébral. Je souffre d'une hémiplégie. Quand je venais ici, il fallait 2 personnes pour me tenir. Mais actuellement, j'arrive à me lever et à marcher un peu. Ça va beaucoup mieux. Au regard de ces photos témoins, plusieurs personnes sont passées par ce centre et ont été guéries. C'est le cas de Ali Tientori. Moi, je suis venu ici en tant que malade souffrant de tuberculose osseuse. J'avais un problème de nerfs. Mais véritablement, ça marchait. Je suis là, ça vaut 1 année. Mais me voyant devant vous, vraiment, je témoigne avec foi que vraiment ça a marché. À Karpala, un des quartiers de Ouagadougou, se trouve un autre praticien qui soulage des cas de dermatose dont les patients disent n'avoir pas trouvé gain de cause dans les officines modernes. Il s'agit de Kassoum Zoukrana qui dispose d'un cabinet de soins dénommé Horizon Santé. Nous soignons les problèmes de peau liés aux ulcères et au diabète. On administre 4 types de soins à base d'écorces et de racines de plantes. Voici quelques cas que nous traitons. Celui-ci est appelé ulcère à brûlure externe. Il y a des cas dont le mal est épidermique. Il y en a aussi dont le mal est dans le sang et nécessite un traitement à la racine. Salfo Touré est l'un de ses patients depuis quelques mois. Voici l'état de la plaie quand il venait dans ce centre. Aujourd'hui, il a le sourire aux lèvres, de même que Mariam Ouedraogo, dont la plaie qui se présentait ainsi au départ a complètement cicatrisé. Si ce n'est pas grâce aux soignants, je ne serais plus de ce monde. Je suis passée par des cliniques, on m'a fait des prélèvements de sang, mais il n'y a pas eu d'amélioration. Donc je suis venue ici et grâce à lui, j'ai maintenant des pieds pour marcher, même s'il me manque un orteil. Que Dieu l'aide à accomplir sa mission. Nous remercions les soignants et nous souhaitons que Dieu lui donne la force de continuer le travail et lui donne la santé. Ce sont donc 2 praticiens qui, dans leur spécialité, viennent en aide à la population, ce qui ne se fait pas sans difficulté. Mon cri de cœur est de solliciter de l'aide car nos malades souffrent également d'un manque d'eau potable.
Il y a aussi le manque d'infrastructures pour abriter les malades. Nous sommes sous un hangar et parfois les malades, au vu de leur état, peuvent faire plusieurs mois ici. Et c'est par manque de moyens financiers que nous nous trouvons dans cette situation. Sinon, ça devrait être dans des logements adéquats. Nous avons construit le bâtiment pour la préparation des médicaments. On a le matériel, il reste l'installation. Nous sommes également en chantier pour déménager le cabinet hors de la maison. Nous faisons ce que nous pouvons, quitte à ce que des bonnes volontés nous viennent en aide. Mathias Belem et Kassoum Zoukrana contribuent ainsi à renforcer l'offre de santé avec des moyens de bord qui, améliorés, ne pourraient qu'être bénéfiques pour la population, surtout la plus démunie. Vous l'aurez compris, on retrouvera Basile Bassolé-Christophe-Da pour le paludisme dans nos prochaines éditions. À côté de la médecine conventionnelle, les populations ont largement recours au Burkina Faso à la médecine traditionnelle pour se soigner du paludisme ou des autres maladies. Une médecine africaine qui a bien existé avant celle moderne. Elle utilise les plantes à travers les écorces, les racines et les feuilles pour donc prendre en charge plusieurs pathologies, parfois inconnues de la médecine dite conventionnelle. C'est le cas de deux tradithérapeutes ici au Burkina qui se sont spécialisés, l'un dans le traitement des paralytiques, mais l'autre dans les dermatoses. Et vous avez suivi le reportage de Aimé Solange Guigma et de Ibrahim Sombier. Mais posons-nous la question qui vaille la peine d'être posée. Aujourd'hui, avec le développement des techniques et des technologies, médecine moderne et médecine traditionnelle peuvent-elles cohabiter? Sinon, que pensent les Burkinabés de la médecine traditionnelle? Aboubou Dioulasso, Awa Sawadgo, une tradithérapeute, est convaincue de cette coexistence entre savoir traditionnel africain et médecine moderne. Sur quoi fonde-t-elle sa conviction? Explication avec Karim Ilboudo et Karim Sissé. Soigner à base des plantes, c'est ce qu'elle sait faire le mieux. Connaître les plantes, les utiliser pour sauver des vies, c'est ce qui nourrit son quotidien. Chaque jour, elles sont nombreuses les personnes à sa porte à la demande de ses services. Spécialiste en médecine traditionnelle depuis des décennies, la famille Sawadogo, plus connue sous le nom de Awa Pharmacie, est l'une des références en matière de pharmacopée à Bobo Dioulasso. Ces médicaments appartiennent à ma maman qui a hérité de mon grand-père. Cela s'est perpétré jusqu'à elle. Nous pouvons recevoir par jour environ une dizaine ou une vingtaine de personnes, mais souvent moins que ça. Mais pourquoi Awa Pharmacie? Ce nom d'officine a bien une histoire. C'est une femme qui lui a donné ce nom. Comme elle vendait ses médicaments au marché, cette femme a eu l'idée de la surnommer Maman Pharmacie et ce nom est resté. Chez Awa Pharmacie, c'est une gamme variée de maladies qui est traitée. Tel à l'hôpital, une fois le patient présent, un travail préalable est mené avant tout traitement, le diagnostic. Si un patient arrive, on fait d'abord le diagnostic. Si c'est un kyste, on le sait. S'il s'agit d'un fibrome ou de trompe bouchée, on le sait également. Beaucoup de personnes viennent ici pour cause de manque d'enfants. Dès qu'une personne arrive avec sa maladie, nous la détectons et ensuite on lui donne les produits. Ces plantes que vous voyez ici soignent beaucoup de maladies. Du père à la mère, en passant par les enfants, tous ici sont bien ancrés dans la maîtrise des plantes et des maladies. Mais quelle est donc la nature des relations entre Awa Pharmacie et la médecine moderne? Mes enfants sont ici, moi je suis dedans. Si elles rencontrent des difficultés, elles me consultent. La relation avec les agents de la médecine moderne va bon train. On se complète et on s'aide mutuellement. La mère de famille qui porte le nom de Awa Pharmacie est actuellement en mission en Côte d'Ivoire. À travers son entreprise, elle emploie plusieurs femmes
qui arrivent à tirer également leur épingle du jeu, à l'instar de Zurata Bari. Si donc la médecine traditionnelle est le domaine où se coïncident le faire et le savoir se servir de ce qui est fait, pour reprendre le célèbre penseur grec Platon, aujourd'hui malheureusement des menaces pèsent sur la survie de ces savoirs. Les changements climatiques font partie de ces menaces qui inquiètent plus d'un tradithérapeute. Le Sagnoé Naba à Kupela est de ceux-là. Comment ressent-il ces changements climatiques dans sa pratique de la médecine traditionnelle? On essaie de comprendre avec Zalissa Sanfo. Hémorroïdes, paludisme, hépatite A, B ou C, stérilité, impuissance, folie. Bref, elles sont très peu les maladies qui ne trouvent pas remède chez le Sagnoé Naba, traduit praticien ici à Kupela. Pour lui, toutes les maladies peuvent se guérir grâce à la nature qui nous entoure. Il suffit juste de connaître les plantes, les molécules et les formules qui vont avec. Et cette science, il la met en pratique tous les jours dans ce centre qui lui sert de laboratoire et de salle de consultation. Ici, notre tradit praticien mélange racines, feuilles, écorces et autres pour obtenir une potion magique. Une potion magique à guérir. Et il faut bien le croire, la magie s'opère. Dans tous les cas, elle l'a été avec Mariam Sorgo. Moi, mon enfant était maladif et je suis venue ici, on m'a aidé. Sinon, il lui arrivait de s'évanouir. Je suis partie à Tenkorogo dans les centres de santé et j'ai dépensé plus de 50 000 francs, mais rien. Ici, on m'a donné un médicament. Depuis, il n'est plus jamais tombé malade. Alors, j'ai accompagné ma coépouse qui est dans les mêmes problèmes. Pour notre tradit praticien, avec cette science, il a convaincu plus d'un que l'avenir de la santé se trouve dans les plantes. Dans tous les 4 coins de Kupela, les gens viennent du Ouara, du Ghana, du Nigeria, de partout. Ils viennent ici pour se faire soigner. Sa clinique ne désemplit pas. Nous avons enregistré une vingtaine de patients pour les 1 heure que nous avons passées avec lui. Et selon le Sagnoé Naba, la moyenne est de 100 patients par jour. Preuve que la médecine moderne n'a pas eu raison de la médecine traditionnelle. Mais il reconnaît, cette science traditionnelle est en péril. L'ennemi numéro 1 s'appelle changement climatique. Désormais, la matière première se fait rare et les conflits entre tradis praticiens et défenseurs de l'environnement deviennent récurrents. Quand nos enfants enlèvent les racines ou les écorces, les agents des eaux et forêts en font toute une histoire. Ils veulent que nous utilisions les arbres morts, pourtant ça ne nous arrange pas. Il faut qu'ils arrêtent l'interdiction pour les tradis praticiens. L'autre ennemi aussi, selon notre tradit praticien, c'est la non-transmission du savoir-faire à la jeune génération. Conséquence, comme pour paraphraser Amadou Ampatiba, quand un guérisseur traditionnel disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais cela ne risque pas d'arriver avec lui, car toute sa science, il l'a transmise à ses enfants et à ses petits-enfants aussi. Entre accessibilité et efficacité, que pensent les Burkinabés de la médecine traditionnelle? Est-ce ce domaine toujours soupçonné de charlatanisme? Pourtant, il existe aujourd'hui une maîtrise des préparations, des posologies, mais aussi des effets secondaires des produits issus de cette médecine. Des détails avec Christine Koulibaly. Se soigner avec des médicaments à base de plantes et ou de matières animales, voici une pratique séculaire qui garde encore toute la confiance des Burkinabés. En effet, malgré les efforts des autorités pour améliorer la couverture sanitaire, l'OMS estime à 84% le nombre des Burkinabés qui ont recours à la médecine traditionnelle.
Emma Zahra, surnom de cette praticienne, reçoit des dizaines de patients par jour. Tous les lundis, on peut avoir à peu près, avec les nourrissons, à peu près 70 à 100 personnes par jour. Le lundi, les autres jours, je n'ai pas eu à compter. Frappé d'ostracisme pendant la période coloniale et longtemps ignorée par la médecine moderne, la médecine traditionnelle connaît aujourd'hui un regain d'intérêt et toutes les catégories sociales y ont recours, car bien intégrée aux réalités socio-culturelles des Burkinabés. On a trouvé nos mamans, nos grands-mamans l'utiliser. Bon, nous tous on a bu en tout cas c'est médecine traditionnelle jusqu'à maintenant. En tout cas personnellement je continue à l'utiliser. Depuis pratiquement 5 ans, je n'ai jamais pris de comprimé contre le palu. Le recours à ça, je pense que c'est efficace. Il y a des maladies qu'il faut soigner par les praticiens. Il y a des maladies aussi qu'il faut aller à l'hôpital. Tout un chacun a sa spécialité. Voilà, donc bon, je peux dire que c'est moins cher et encore bon, on peut les avoir aussi régulièrement et c'est bien aussi. Si pour certains, le recours à la médecine traditionnelle est systématique, pour d'autres, elle reste un dernier recours. Je ne me fie pas trop à la médecine traditionnelle. C'est vraiment un dernier recours pour moi, parce qu'on ne sait pas quelles sont les doses. Et c'est l'un des défis à relever pour permettre à la médecine traditionnelle de jouer pleinement son rôle dans le système sanitaire burkinabé en complémentarité avec la médecine moderne. Car les deux médecines ont beaucoup à apprendre l'une de l'autre. Pour aller plus loin, le docteur Pascal Nadembega est avec nous. Il est pharmacien et directeur de la médecine traditionnelle au ministère de la Santé. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci de venir nous aider à comprendre davantage cette question de la médecine traditionnelle. Alors, pour commencer, dites-nous la différence qu'on peut avoir entre les charlatans et les tradithérapeutes. Bon, merci de m'avoir donné cette occasion de mettre la médecine traditionnelle sur le plateau. Pour répondre à votre question, la différence entre charlatan et puis tradithérapeute, disons que le mot charlatan est venu, nous a été donné durant la colonisation. C'est comme une dépréciation de notre médecine. Voilà. Donc, différence entre charlatans, actuellement on dit, bon, ceux qui pratiquent le charlatanisme, disons comme ça, c'est ceux-là qui n'ont pas eu de fondement et d'apprentissage au niveau de l'héritage de la médecine traditionnelle, qui le pratiquent comme ça, sans règles. Bon, disons que ce sont ceux-là, si on veut utiliser le mot, ce sont ceux-là qui vaillent, qui n'ont pas de respect envers l'environnement, envers la plante. Bon. Alors que, bon, au niveau de la médecine traditionnelle, il y a un respect envers l'environnement, envers la plante, et ça ne se coupe pas au hasard. D'accord. Et aujourd'hui, au Burkina, cette médecine est associée à celle conventionnelle pour la prise en charge des malades. Comment cela se passe? Bon, disons que depuis 1994, la médecine traditionnelle a été inclue dans la santé publique, dans le code de santé publique. Et en 2002, il y a eu la création de la direction médecine et médecine traditionnelle. Et en 2004, il y a eu tous les textes maintenant qui régissent la médecine traditionnelle. Actuellement, disons qu'il y a la possibilité, il y a des textes qui sont sortis, qui ne sont pas encore, disons, diffusés un peu partout, qui donnent la possibilité aux tradipraticiens de référer son patient envers la médecine, le système de la médecine conventionnelle et vice-versa, c'est-à-dire le médecin ou l'infirmier également. On a vu dans le reportage deux tradithérapeutes, l'un qui soigne les paralytiques et c'est ça, l'autre qui soigne, oui, M. Belém Mathias et puis celui de Carpara qui soigne les plaies inguérissables. Donc il y a actuellement la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle est concret, disons, parce qu'il y a également l'État, disons que pour schématiser, il y a l'État, les tradithérapeutes et disons maintenant ici la recherche et les consommateurs pour être dans le même circuit d'une coordination harmonieuse.
actuellement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Et il y a l'État qui a mis tous les documents, tous les schémas, de la possibilité de collaborer entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle, en mettant en place, par exemple, les interfaces de Tenkodgo et de Wayuya et également à Tengango, où il y a la possibilité, c'est-à-dire à l'intérieur de l'hôpital, il y a les services de médecine traditionnelle qui collaborent la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Et également, il y a également ce qu'on appelle les références recours, c'est un document avec des fiches où le praticien peut référer son patient envers l'IPC, l'ICP, et vice-versa. C'est-à-dire le médecin également peut aussi référer son patient envers. Et ça se pratique par exemple à Oyugia, où on a vu des médecins qui ont conclu, disons, une collaboration entre les rebooteurs et les chirurgiens. Lorsqu'on voit les rebooteurs trouvent par exemple des accidents avec des incidents avec une fraction ouverte, ils renvoient directement au niveau de l'hôpital. Oui, mais docteur, certains usagers aujourd'hui estiment qu'il n'y a pas de postologie, les doses ne sont pas connues et donc ils sont toujours réfractaires à l'acceptation de ce type de médecine. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? Alors, moi je pense que il n'y a pas plus précis que la médecine traditionnelle en matière de doses, en matière de toxicologie, en matière de pharmacologie, en matière de médecine. Il faut dire que le praticien, il est tout ça ensemble. Il est psychologue, il est psychiatre, il est médecin, il est pharmacien, etc., etc. Parce que lui, il accumule tout ça. Alors, la médecine traditionnelle, pour parler de dose, chaque fois quand on veut parler de la médecine traditionnelle, chacun dit « Ah oui, la dose, la dose ». Non, la médecine traditionnelle maîtrise parfaitement la dose. Imaginez, je vous donne un exemple. Dans la tradition, lorsque vous portez un pantalon, quand tu arrives, on prend le pantalon, on passe par le cou, on regarde. Si ça passe par votre cou, alors ça va avec la ceinture. Dans la médecine traditionnelle, lorsqu'on te dit prends 2 doigts, c'est toi tes doigts. Tes doigts là, ce n'est pas mes doigts, la superficie de mes doigts et vos doigts ne sont pas les mêmes choses. Donc quand je prends mes 2 doigts comme ça, c'est par rapport à mon poids, c'est par rapport à mon corps. Voyez. Donc en fait, le problème c'est que nous n'avons pas, nous la médecine, nous de l'école moderne, nous n'avons pas pris le temps de bien étudier notre système d'abord avant d'aller le confronter à d'autres. Sinon, ces doses de 2 doigts ou de 3 doigts, lorsque le praticien te dit, est tellement exact, plus que ce que la médecine moderne propose, bon, de peser, etc. Parce que tu te pèses, vous et moi, on dit, bon, par rapport au poids. Mais chaque fois, quand on dit, par exemple, l'aspirine ou bien, par exemple, la paracétamol, on dit, bon, si tu as au-delà de tel poids, il faut prendre, par exemple, deux comprimés. Mais pour vous, aujourd'hui, la posologie, la préparation et même les effets secondaires sont maîtrisés. Sont maîtrisés. En médecine traditionnelle, par exemple, au niveau de la toxicologie, lorsque quelque chose va mal, quand quelqu'un prend et il a des effets secondaires, rapidement, on interdit. On dit, ah, cette plante-là, l'utilisation de cette plante est interdite. Et tout le monde respecte ça. Oui. Donc, et la médecine traditionnelle a une très bonne et précise notion de la toxicologie au niveau des plantes. Ils savent qu'elles ne sont pas... Je vous donne un exemple. Si vous voulez, l'acacia nigricans, qu'on appelle Xandre coca amore, lorsque un enfant a mal au ventre, un garçon, un praticien qui m'a dit, il ne faut jamais bouillir, enfin, il faut jamais le mettre, quand tu vas faire la décoction, il faut jamais le porter jusqu'à l'ébullition. Parce que si c'est un garçon, quand tu le bois, ça risque de provoquer une stérilité. Donc, il faut bouillir, pas jusqu'à l'ébullition. Tu fais bouillir, lorsque la vapeur commence à s'échapper, tu te laisses et puis tu décantes, tu donnes au patient quand il a des maux de ventre, etc. etc. Oui, on a vu aussi d'autres problèmes que les tradithérapeutes posent, les questions de changement climatique, mais aussi souvent des difficultés avec les agents des eaux et forêts qui estiment qu'il ne faut pas couper, prélever les racines
sur les plantes vivantes, mais les plantes mortes, et eux, ils estiment que c'est sans effet. Disons, nous avons fait une étude, il y a un master qui a été fait au niveau de l'université, à SVT, au niveau de la région du centre-est, qui a fait une évaluation entre quelle est l'incidence, quel est l'effet ou plutôt l'activité qui provoque beaucoup plus d'effets sur l'environnement. Et on a constaté qu'actuellement, par exemple au centre-est, c'est la médecine traditionnelle. Parce que actuellement, ce ne sont pas les tradithérapeutes seulement qui vont prendre les plantes, mais également, il y a des gens, si vous allez dans n'importe quel village, vous allez trouver toujours un petit marché où on vend les plantes médicinales. Les gens trouvent que, bon, ça s'achète bien, effectivement, et également, bon, il y a le besoin. Donc, ils arrachent toutes les plantes médicinales qu'ils trouvent sans respect de l'éthique traditionnelle. Voilà. Donc, c'est ça qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup, la médecine traditionnelle, nous pouvons dire qu'actuellement, ça incide également sur la détérioration de l'environnement. Okay. Donc, ce qu'on peut faire, normalement, c'est encourager à ce qu'on passe par la partie maintenant, la production intensive. C'est-à-dire nous avons nos plantes, si nous partons par exemple au centre de semences ici à Ouagadougou, on peut rapidement trouver les semences pour aller faire un hectare, comme ce qu'est en train de promouvoir le professeur et le docteur Dakio à Banfora. Tu as un hectare, bon, lui te donne de l'argent pour pouvoir encercler, et lui il va acheter les plantes qui sont à l'intérieur pour pouvoir utiliser pour sa production. Moi, je pense que ça promouvoir. Merci à vous, docteur Pascal Nadembega, d'être venu nous parler de tout ça. Je rappelle que vous avez même contenu tout cela dans un livre, la médecine traditionnelle, avec les concepts, mais aussi tout ce qui concerne les préjugés autour de cette médecine. Merci d'être venu. Ok, merci. La suite de ce journal, comment faciliter l'insertion des jeunes diplômés des universités, écoles et instituts supérieurs en fin de cycle. La question taraude le ministère en charge de la jeunesse et de la formation professionnelle qui a lancé ce 4 août un programme dans ce sens. Cette intégration se fera à travers des stages et des formations techniques. Christine Koulibaly. 160 000 nouveaux diplômés des universités et instituts supérieurs par an contre 20 000 nouveaux emplois créés par l'économie nationale. Nul besoin de dire qu'il y a fort à faire pour résorber le chômage des jeunes diplômés. D'où la création du programme d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés des universités et instituts supérieurs. Ce programme va consister à des placements des jeunes dans des entreprises du privé, dans des associations, dans des ONG ou même au niveau de l'administration publique, afin que ces jeunes-là qui ont obtenu leur diplôme puissent être en contact avec le monde du travail. Pour bénéficier de ce programme, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Premièrement, il faut que le jeune détienne un diplôme de fin de cycle. Il faut également que le jeune accepte un poste de stage offert par le programme. Pour les bénéficiaires, ce programme est un tremplin pour valoriser leur savoir-faire et ainsi participer à la dynamisation de l'économie. Le programme est adéquat pour nous autres parce que présentement le monde de l'emploi est très serré, coincé comme on aime le dire. Et si nous avons la possibilité d'avoir les techniques, les moyens de mettre nos propres projets en place, ça pourrait vraiment permettre de créer d'autres. Depuis sa création en 2007, 6600 jeunes ont bénéficié du programme qui couvre les 13 régions du pays. Et puis notre rendez-vous dimanche sport, je reçois Mamadi Wena. Mamadi, bonsoir. Bonsoir Fousseni. Très rapidement, on va parler de la Coupe du Faso qui a vu le sacre de l'étoile filante de Ouagadougou. Oui Fousseni, alors que nous allons voir les images, le capitaine de l'EFO qui reçoit le trophée des mains du président du Faso, voilà, et accompagné du regard du président de la CAF, Ahmad Amar, qui est venu au Burkina suivre cette finale de la Coupe du Faso sur invitation du président du Faso. L'EFO qui a remporté cette finale à le temps, ouverture du score. Blaise Yamwego qui va signer dans la foulée son doublé.
et l'USFA qui va, voilà, le doublé de Blaise Yamouego, et l'USFA qui va revenir à 2-1 avant la mi-temps sur un but du goleador de l'équipe militaire, Salam Kagambera. En seconde période, l'USFA va revenir à 2 buts partout sur cette action, but de Latif Kianile, avant que Blaise Yamouego, le héros de cette finale, ne signe son hat-trick. Et il y a également la Coupe du président de l'Assemblée nationale qui a joué également sa finale cette semaine. Oui, la Coupe du président de l'Assemblée nationale, mais avant, on va parler du football féminin avec la 3e édition de la Coupe du Faso féminine. Et ça, c'est l'USO qui l'a remporté au détriment des Lions du Oué, 1-0. Et donc, on en vient à la finale de la Coupe de l'Assemblée nationale catégorie minime. Nous allons voir les images. Le centre qui a remporté cette finale, voilà l'équipe du centre en noir qui a remporté cette finale devant les Hauts-Bassins sur le score d'1-0, l'unique réalisation que nous allons voir sur ces images. Et on termine avec le cyclisme. Voilà le Grand Prix à Sekna, 8e édition. Alors que nous allons voir les images, Bourema Nana qui gagne pour la première fois une course cycliste professionnelle. Et c'était la course s'est déroulée ce matin et sur le boulevard Charles de Gaulle. Il y avait 87 coureurs qui ont pris le départ de cette course de 132 km parcourus en 3h28 minutes 47 secondes, soit à une vitesse moyenne de 37,934 km/h. Et d'autres informations brèves avant de trucs. Voilà, la Ligue 1 qui a pris son envol et il y avait beaucoup de Burkinabés, Bertrand, Précis Nankoulma et autre Hervé Kofi Kwaku qui était sur la sellette. Nous reviendrons demain sur tout ce championnat français en images et le championnat du monde. On peut dire que Usain Bolt qui a perdu le championnat du monde aux 100 mètres hier, c'est l'Américain Justin Gatlin qui a gagné, mais il devait y avoir 2 Burkinabés là-bas, Fabrice Zango et Matt, mais pour problème de visa, Fabrice n'a pas pu aller et Matt, elle est là-bas, elle va courir aux 100 mètres est vendredi et il y a d'autres Burkinabés sur la sellette. Le karaté qui est à Cotonou pour le tournoi international de karaté de Cotonou, Tika Zone 3, et les athlètes burkinabés rentrent en compétition demain à partir de 15h. Mamadou Wena, merci d'être venu pour toutes ces informations sportives. On vous retrouve dimanche prochain pour d'autres informations sportives, mais en attendant, rendez-vous demain avec Kissé Dabré Paré à 21h. Pour le magazine des sports. Oui. Et puis, Faso Académie 2017, le lancement c'est dans quelques minutes au Sénaza à Ouagadougou. Nous sommes en ligne avec Nixon qui est l'animateur de la soirée. Nixon, bonsoir. Qu'est-ce que vous nous proposez ce soir? Bonsoir Fousseni Kindo, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et donc ce soir c'est le lancement. Voilà, mesdames, messieurs, Faso Académie, comme l'a dit Fousseni Kindo, va être lancé dans quelques instants seulement, sous le coup de 21h, en direct des antennes de la télévision du Burkina Faso. Et il faut se dire que Faso Académie, pour cette édition, mesdames, messieurs, c'est une innovation majeure qui va arriver, mais déjà pour le programme de ce soir, nous allons vous inviter à effectuer le déplacement ici dans la maison du Sénaza parce que dans quelques instants, vous allez voir en prestation les anciens académiciens. Beaucoup se demandent qu'est-ce qu'ils sont devenus et ce soir, ils vont faire leur prestation à travers ce lancement officiel. Également, vous allez voir les candidats qui prendront le bateau en main pour cette édition de 2017. Nous allons vous présenter et les candidats de Ouagadougou et aussi les candidats des autres régions du Burkina Faso. Pour dire tout simplement que les 13 régions du Burkina Faso sont représentées encore une fois à Faso Académie, édition 2017. Fousseni Kindo, je ne saurais terminer sans inviter encore la population ouagalaise à sortir massivement parce que sous le coup de 21h déjà, nous allons prendre l'antenne en direct
direct pour un très beau spectacle. Et d'entrée en jeu, vous allez voir les académiciens de cette édition 2017 concernant la ville de Ouagadougou en prestation. Ils seront accompagnés par ceux de Koudougou et ceux de Waïgouya à travers une très très belle chanson d'un ténor de la musique burkinabé. Je ne vais pas déjà dévoiler. Rendez-vous, c'est pour 21h sur la RTB pour voir tout cela. Merci à vous Nixon, c'est bien noté. Rendez-vous à 21h au Sénaza à Ouagadougou pour le lancement officiel de Faso Academy 2017. C'est donc la fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.